Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Depuis 15 ans, l'association Tout le monde contre le cancer réalise plus de 1000 actions dans 170 hôpitaux pour améliorer le quotidien des malades, de leurs familles et du personnel soignant dans leur combat contre le cancer. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Rossignol, président de Tout le monde contre le cancer, association qui s'inscrit dans le domaine de la solidarité pour les malades, les aidants et les accompagnants. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, parle-nous de Tout le monde contre le cancer, de sa création, son origine. Tout le monde contre le cancer, c'est juste l'histoire d'un citoyen qui a envie de se sentir utile. Comme tout le monde, j'ai été touché de près par le cancer, une maladie qui a touché des membres de ma famille, mais au-delà de ça, j'ai eu un déclic un jour sur l'histoire particulière d'un enfant malade et je me suis senti en fait totalement démuni et je me suis dit mais c'est bien beau de travailler à la télévision, à la radio, de montrer sa tête et de faire plaisir à sa mère qui vous voit dans les médias. Mais au-delà de mon ego, en fait, je sers à quoi ? Je me suis dit, je sers à rien. Et donc, pour servir à quelque chose, j'ai voulu m'engager et m'impliquer. Et je l'ai fait en créant cette association. Petite confidence d'ailleurs, cette association, au tout début, elle s'appelait Tout le monde chante contre le cancer parce qu'on voulait surtout pas s'appeler Tout le monde chiale. Et en fait, comme je suis un joyeux et comme je suis entouré de joyeux, je me suis dit, on va créer une association joyeuse contre le cancer, les deux n'étant pas antinomiques. Et donc, c'est ainsi qu'a commencé cette aventure en 2005 et elle se poursuit aujourd'hui encore joyeusement. Alors aujourd'hui, de quoi ton association a-t-elle besoin pour se développer ? En fait, notre association réalise 1000 actions chaque année dans 170 hôpitaux partout en France. Alors forcément, on a besoin d'argent parce que c'est le nerf de la guerre, mais surtout, on a besoin de compétences. J'ai besoin de talents autour de moi parce que les hôpitaux vont nous demander de décorer des salles de jeux, des salles de parents, des salles d'adolescents. Donc on a besoin de designers d'intérieur, par exemple. On a besoin de talents informatique pour digitaliser la relation avec les hôpitaux. On a besoin de compétences de graphistes, par exemple, de vidéastes pour aller faire des jolies vidéos dans les hôpitaux, etc. Ça, ce sont les talents et les compétences et tout le monde, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ont des talents et des compétences qu'ils peuvent offrir à l'association. Et puis, on a une spécificité dans notre association, on a aussi besoin de marchandises. Il y a 15 ans, quand je me suis rendu compte que beaucoup de magasins, de marques, d'entreprises jetaient leurs invendus, leur packaging abîmé, leur fin de série, leur fin de collection. Évidemment, en tant que citoyen, j'étais scandalisé, mais plutôt que de signer une simple pétition qui sert à rien, je me suis dit, je vais agir aussi de ce côté-là, et je vais proposer à toutes ces entreprises de ne plus jeter leurs invendus, mais de nous les offrir, pour que nous, derrière, on puisse s'en servir pour équiper les hôpitaux, pour mener des actions. Je vais vous donner un exemple. Vous avez beaucoup de grandes marques de mobilier, de marchandises pour la maison, qui, par exemple, ont eu en 2020 le canapé bleu à l'honneur, et en 2021, c'est plus le canapé bleu. Donc tous les canapés bleus qui restent, jusque-là, en fait, ces marques les jetaient. Parce que dans 400 magasins, il restait 1 à 3 canapés et qu'ils ne savaient pas les centraliser. Eh bien, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on leur a dit, on va prendre dans vos 400 magasins tous les canapés bleus qui restent. Je vais les stocker dans un entrepôt de 2000 mètres carrés qui appartient à l'association. Et derrière, je vais pouvoir, moi, redistribuer gratuitement dans les hôpitaux ces canapés bleus pour faire des salles de jeu, des salles de parents, des salles d'attente, des salles de repos. Si vous êtes dans une entreprise qui a du stock, des marchandises, et si vous ne savez pas que faire de ces stocks, de ces invendus, pensez à nous, parce que ces stocks nous intéressent. Donc l'association a besoin d'argent, de compétences, mais aussi de marchandises. Quand tu visualises l'association dans un an, dans 18 mois, qu'est-ce que tu vois ? Où est-ce que tu veux l'emmener, cette association ? Waouh ! Alors ça, c'est une question très compliquée pour le rêveur que je suis et pour le pragmatique forcé que je dois être. Parce que le rêveur que je suis a évidemment envie d'en faire toujours plus. Et donc, on est dans 170 hôpitaux. J'aimerais être dans 1000 hôpitaux, ce qui va être très compliqué. Et mon équipe dans l'association me rappellera que le pragmatique que je dois être ne doit pas forcément déployer le nombre d'établissements hospitaliers, mais doit faire mieux dans les hôpitaux. Et en fait, dans un an,
J'ai envie qu'on ait apporté encore plus de réconfort aux malades et aux aidants et aux accompagnants. Mais faire mieux, ce serait faire encore plus et mieux pour le personnel soignant. On s'occupe d'eux depuis 15 ans, mais on a pas mal d'idées, en fait, pour essayer de leur soulager le quotidien. Et c'est peut-être le plus gros objectif que l'on a pour l'année à venir. Est-ce que tu voudrais partager une donnée importante, une information, pour qu'on puisse mieux comprendre les problématiques auxquelles tu es confronté? J'ai une donnée que j'aimerais partager avec tous ceux qui nous écoutent. 1 égale 10. En fait, je voudrais qu'on soit tous conscients, en tant que citoyens, que on a un réseau autour de nous, que l'on peut s'en servir, et que l'on peut donc décupler nos talents, nos savoir-faire, nos projets. 1 égale 10, c'est l'idée que si chacun d'entre nous, pour défendre une cause, accepte de mobiliser 10 personnes autour de lui, on va pouvoir changer un tout petit peu le monde. En fait, les gens ne soupçonnent pas le pouvoir de leur réseau. J'ai une maxime dans l'association qui est toute simple et que je répète aux bénévoles depuis 15 ans. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une association caritative, donc on fait des trucs plutôt sympas et plutôt vertueux, donc on a l'impression qu'on est méritant. Mais si on ne demande pas, on n'a pas. À l'inverse, si je dis à tous mes bénévoles, il faut qu'on monte un Noël à l'hôpital, si chacun d'entre vous peut aller mobiliser des donateurs financiers ou des donateurs en marchandises, on va pouvoir réaliser nos 100 Noëls dans 100 hôpitaux. Et là, j'ai toujours un bénévole qui me dit « Ah bah oui, mais moi je connais personne. » Je dis « Tu connais personne ? T'as des cousins, t'as des cousines, t'as des voisins, tu as des voisines, t'as des collègues de travail, oui. Est-ce que eux, tu peux leur demander si dans leur propre entourage, ils n'ont pas quelqu'un qui est vendeur dans un magasin de jouets, s'ils n'ont pas quelqu'un qui est dans n'importe quel commerce, dans une grande surface. Ah ben oui, mais ça oui, je connais puisque j'ai la cousine de ma voisine qui elle est dans un supermarché. Bah très bien. La cousine de ta voisine, elle dans son supermarché, tu peux lui demander s'il lui reste pas des stocks de marchandises. Et en fait, 1 égale 10, si on prend tous le temps de demander à notre entourage quelque chose, on va pouvoir démultiplier nos actions. Et donc, il faut juste avoir le courage de demander, parce que si on demande, on prend le risque que l'on nous réponde oui. Et donc, prenez le risque autour de vous que les gens vous disent oui. À part Tout le monde contre le cancer, dans quel autre projet ou dans quelle autre association aurais-tu envie d'avoir plus d'impact ? Dans ma vie cachée de citoyen engagé, je consacre 50% de mon temps et de mon argent à l'association Tout le monde contre le cancer, parce que j'ai toujours pensé que, quitte à être président, il fallait être un président opérationnel. Je ne sais pas si le mot exemplaire est adapté, mais en tout cas, montrer l'exemple. Voilà, on peut pas demander à des bénévoles de faire des choses que soi-même on ne fait pas. Donc, c'est pour ça que je consacre 50% de mon temps et de mon argent à l'association. Et à côté de ça, il y a d'autres associations qui me tiennent à cœur et dans lesquelles je suis engagé, notamment dans l'accompagnement de jeunes défavorisés, voilà, dans le monde du handicap également. Donc ça, ce sont des actions dans lesquelles je suis engagé, mais de manière très discrète, parce qu'il n'y a pas besoin de sortir des trompettes à chaque fois que l'on fait quelque chose. Je crois que comme tout citoyen, en fait, j'ai les complexes de pas être un bon protecteur de ma planète. Même si je fais beaucoup de choses, notamment dans l'association, avec la récupération de tous les stocks d'invendus qui auparavant étaient jetés dans les entreprises. Mais moi, en tant que citoyen, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse plus. Donc c'est forcément un sujet qui me tient à cœur. Et pour tout vous dire, c'est l'un des grands axes à venir de l'association, c'est comment dans nos actions on peut être encore plus centré sur le développement durable. Mais il faut que moi, citoyen, je me rappelle tous les jours que ça ne sert à rien de donner des leçons aux autres et de signer des pétitions qui ne servent à rien. Il faut que je commence moi par montrer l'exemple et par les petits gestes dans mon domicile et dans mon bureau. Alors, on en apprend un peu plus sur Nicolas Rossignol, mais est-ce qu'il y a encore autre chose que les gens ne savent pas sur toi ? Waouh, ça c'est une question désagréable parce que soit je m'allonge en imaginant que vous êtes mes psys, et à ce moment-là, je passe 3 heures. Cette question, elle est déstabilisante parce que on ne donne à voir que ce que l'on veut donner à voir, les uns et les autres. Et on ne donne à voir certainement que ce que l'on pense qui est intéressant à donner à voir. Oui, il y a forcément plein de choses cachées. J'ai beaucoup de défauts, mais il y a certainement ce que je dois être le seul à trouver comme qualité.
En fait, j'ai un plaisir très 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 particulier. Ce que les gens ne savent pas de moi, c'est qu'en fait, je suis un très grand solitaire. Pourquoi? Alors, les gens ne le savent pas, parce que les gens qui me connaissent personnellement me voient toujours entouré de dizaines ou centaines de bénévoles, me voient toujours dans des actions pour l'association, etc. Côté professionnel, en fait, mon métier est dans l'événementiel, donc je suis tous les jours sur scène en train d'animer des événements de 1000 à 15 000 personnes. Et donc personne ne peut soupçonner qu'en fait, au fond de moi, je suis le type le plus solitaire du monde. Et ça va très loin. Pour que mon bonheur soit complet, mon bonheur de solitaire, c'est qu'en fait, j'ai fait un vrai choix de vie, c'est d'être célibataire. Donc ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ce choix de vie, de vivre seul, mais vraiment seul. Et j'adore ça. J'adore ma solitude parce que ma solitude n'en est pas une vraie. J'ai, au-delà des relations sociales, évidemment, avec la famille, les amis, voilà. Mais quand je suis seul, en fait, je suis avec en face de moi en ce moment, j'ai une bibliothèque avec plus de 1000 bouquins. J'adore lire, j'adore rêver aussi. Et le solitaire que je suis en plus part en vacances tout seul. Mon plus grand bonheur, c'est de partir faire des treks tout seul au bout du monde. Je pars, j'ai fait 6 fois des treks de plusieurs semaines en forêt amazonienne, par exemple. Je fais des treks dans des îles perdues en Asie. J'ai un souvenir incroyable de ma découverte des célèbres, en fait, la Sulawesi. Je suis un très très grand solitaire et heureux, et qui souhaite rester solitaire et heureux. Donc je suis l'homme le plus comblé en fait quand j'ai coché ma case d'engagement associatif, la case où je m'éclate tous les jours dans mon métier sur scène, mais aussi le troisième pilier, c'est ma grande solitude. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de te dire, voilà, ça va être une top journée, allez, on y va, c'est aujourd'hui, c'est pour maintenant? D'abord, ce qui me fait dire que ça va être une top journée, c'est que je suis vivant. Je suis vivant, je suis en bonne santé, et en plus, j'ai l'occasion d'être acteur de ma vie. C'est-à-dire, j'ai l'occasion d'être utile pour les autres, d'être utile pour moi-même très égoïstement. J'ai l'occasion de me faire plaisir dans mon métier qui est un métier passion. J'ai l'occasion de me sentir utile dans mon association. Donc tous les matins, je sais que quelle que soit ma journée, je vais forcément être utile à quelque chose. Alors attention, je me lève parce que je sais qu'au bout il va y avoir une utilité. Ma journée, elle va pas forcément être passionnante, hein, comme tout le monde. Je vais peut-être faire des trucs très enquiquinants pour préparer un événement. Je vais peut-être faire des trucs très ennuyeux pour l'association parce que quand on organise un Noël à l'hôpital, les gens voient les boules à facettes, les paillettes, les guirlandes, etc. pour un Noël. Personne n'imagine qu'on passe 6 mois à s'arracher les cheveux pour organiser un Noël à l'hôpital. Donc, je vais peut-être faire des choses qui sont très ennuyeuses, très rébarbatives, mais le bonheur que j'ai, c'est que je sais que ça va être utile, que ce soit dans l'association ou dans mon métier, dans l'événementiel, parce que l'événementiel est pour moi quelque chose d'ultra utile aussi pour partager des messages. Et je vais vous faire un aveu. Pourquoi en fait je me lève le matin? C'est parce que tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai mis en place un rituel et que tout le monde connaît ou que beaucoup de connaissent, etc. C'est qu'avant de m'endormir, en fait, je veux me rappeler quels ont été au moins mes 3 kiffs de la journée. Et en fait, je me rappelle tous les soirs avant de m'endormir quelles sont les choses positives, les petits plaisirs que j'ai eu dans la journée, les satisfactions, les réussites. En fait, que le positif. Et je me rends compte tous les soirs qu'il n'y en a pas que 3. Et je compte comme un gamin tous les soirs sur le doigt de ma main les petits bonheurs que j'ai eu dans cette journée. Et ben souvent ça va être 7, 8, 10, 20, 30 petits bonheurs. Tous les matins, je me lève en me disant que le soir, je dois avoir une super liste de choses positives à me rappeler avant de m'endormir. La dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi? C'est tous les jours que je me dis fonce parce que je vais vous faire un aveu. Gérer une association, quand on est président, j'ai une formidable déléguée générale dans l'association, j'ai des formidables salariés et bénévoles. En fait, chacun à nos postes, gérer une association, c'est d'abord gérer 75% d'emmerdes et 25% de petits bonheurs. En fait, les gens ne voient sur les réseaux sociaux, dans la communication, que le résultat qui est très très chouette, d'une belle action à l'hôpital, d'un sourire incroyable d'un gamin ou d'une famille tellement heureuse à l'hôpital, et c'est pour ça qu'on fait les choses.
Mais pour obtenir ce sourire, en fait, il a fallu gérer 75% d'emmerde. Et donc, en clair, je dois me dire fonce tous les jours, parce qu'il faut se motiver. Faut se motiver à aller affronter les problèmes administratifs. Faut se motiver à aller chercher des sous pour l'association. Il faut se motiver pour aller chercher des bénévoles. Il faut se motiver, bref, pour plein de choses. Et voilà, et je me suis dit fonce ce matin. On s'est dit fonce tous ensemble parce que j'étais avec le conseil d'administration de l'association et qu'on doit gérer entre nous pas mal de problématiques pour faire en sorte à l'arrivée que les actions se fassent sans que personne ne puisse imaginer ces problématiques-là. Et comme personne ne les imagine, c'est-à-dire qu'on est très très fort pour cacher ces problématiques-là, alors que derrière on a l'estomac noué, on a les dents serrées et on a un dictionnaire d'insultes en tête sur toutes ces petites choses au quotidien qui font que tous les petits nœuds du quotidien qui font que ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait que cela avance. Voilà. Donc nous arrivons au terme de cet entretien. Nicolas, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Oui, je voudrais vous dire merci. Merci parce que Choose Your Impact, j'adore votre format. Il y a quelque chose de très intime. Cette intimité, elle est déstabilisante quand aujourd'hui je dois jouer l'exercice, je dois faire cet exercice avec vous. Mais pour autant, quand j'écoute les épisodes qui sont sur votre site internet, il y a quelque chose qui est tellement revigorant, tellement encourageant, tellement réjouissant dans le fait que des simples citoyens partagent leur manière à eux de changer non pas le monde parce que c'est compliqué, mais de changer juste un tout petit peu de vie autour d'eux. Vous savez, je dis souvent à mes bénévoles, ne rentrez pas dans une association telle que la nôtre pour sauver des vies, parce qu'on n'est pas des médecins, on ne sait pas sauver des vies. Ne rentrez pas dans une association pour rallonger des vies, parce qu'on ne sait pas faire, il y a des chercheurs qui sont là pour le faire. Nous, on est là juste pour simplement apporter 1 minute de joie à des patients, des aidants et des accompagnants. Eh bien, mon ambition, elle est celle-ci. Eh bien, vous, aujourd'hui, quand j'écoute Choose Your Impact, vous apportez plusieurs minutes d'inspiration incroyable pour me donner un coup de pied, pour foncer et aller encore plus loin dans mon engagement. Donc, merci pour ça. Merci juste d'exister et merci juste de nous donner de l'inspiration quand on ne sait pas par quel biais prendre l'envie de s'engager. Voilà, je vous écoute et j'ai trouvé d'autres idées pour m'engager. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas, de nous avoir accordé ton temps, ton énergie et tes belles inspirations. Merci à toutes les deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.